Monsieur l'abbé Jean Zolochi, bonjour. Vous êtes au Canada, Bonjour, bien père. loin. Oui, vous êtes bien loin de notre pays, la République démocratique du Congo. Pourtant, vous êtes très proche de nos préoccupations, notamment en ce qui concerne l'enseignement, l'école. Qu'est-ce que vous faites exactement pour votre diocèse d'origine, si j'ose dire, le diocèse d'Idiofa, et notamment pour le sud de ce diocèse d'Idiofa, s'agissant de l'enseignement? Oui, particulièrement concernant l'enseignement, c'est un secteur qui me préoccupe beaucoup. En 2012, quand je suis venu au Congo, c'était assez étrange. Je venais pour 4 mois d'un temps sabbatique que je voulais passer et j'ai été vraiment impressionné, mais je vais dire négativement. J'avais rencontré une personne qui était venue me voir et qui voulait discuter. Je l'ai accueilli et cette personne m'a montré une lettre qu'elle venait d'écrire pour demander aux gens de la région du sud du Dieu. Elle voulait demander aux gens de s'impliquer dans le développement du milieu. Et dans sa lettre, un paragraphe disait quelque chose du genre, nous savons que l'industrie qui fait vivre la région, c'est l'enseignement. Je dis, industrie, enseignement. Mon Dieu, OK. Alors donc, c'est l'enseignement qui permet aux gens d'avoir le minimum vital dans le Là, coin. il s'agit des enseignants, j'imagine. Ben oui, c'est ça. Mais lui, dans sa tête, à lui, tout ce qu'il voyait comme moteur de développement du coin, c'était cela. Ah, ça Ouais. m'a fait vraiment, ça m'avait fait mal. Parce que, justement, durant la même période, alors que j'étais là, j'avais demandé aux étudiants de la région qui sont à Kinshasa de venir me rencontrer. Et puis, j'ai trouvé quoi? Il y avait 3 ou 4 étudiants seulement. J'ai dit, mais c'est pas croyable. Toute cette grande région, il y a 3 ou 4 étudiants. C'était pas possible pour moi, c'est pas acceptable, alors même qu'ils considéraient que l'enseignement était l'industrie qui faisait vivre le coin. Mais donc, ça signifie que j'ai compris, moi, qu'il y avait un sérieux problème au plan de l'enseignement ou de l'élite, de la conception même du développement du coin. Alors, bref, pour vous dire que euh, quand je suis parti sur le terrain, j'ai compris ce qu'on venait de me dire bien rapidement, comme ça, ou ce que je venais de constater à Kinshasa. Les écoles délabrées, mais multipliées par village. Et même dans certains villages, on en trouvait 3, 4 écoles, mais de mauvaise qualité. Et à la fois au niveau des infrastructures, mais au niveau de l'enseignement lui-même, du contenu de l'enseignement qui est donné, et des gens des ressources humaines au service de l'enseignement. Ça fait mal. Alors, c'est pour ça que je me suis dit, il faut faire quelque chose pour que ça puisse changer. Et depuis, je me suis investi justement. Ça, c'était en 2012 que vous avez pris conscience de cette situation et que vous avez commencé à faire quelque chose. Dites-vous, qu'est-ce que vous avez fait depuis 2012? Depuis 2012, j'ai commencé à faire un projet de centre éducatif. Moi, je m'étais dit dans un premier temps que ça serait peut-être bon de regrouper des jeunes, de les encadrer. Voici le projet de centre éducatif, c'était d'accueillir des jeunes qui vont dans des écoles régulières les avant-midi, de les accueillir l'après-midi pour prendre soin d'eux, pour les accompagner. Parce que ce que j'ai compris, c'est que les élèves allaient le matin à l'école vers 7h, 7h30 jusqu'à midi et après ils revenaient, ils déposaient leur cahier, ils allaient ensuite ou bien au champ ou bien ils allaient s'amuser pour reprendre le même cahier le matin et ils repartir avec en classe. Ils n'avaient pas révisé les notes, ils n'avaient pas lu un simple petit livre, ils n'avaient rien fait en lien avec les enseignements qu'ils avaient eus l'avant-midi. Et ça se passait comme ça toute l'année.
Alors, j'ai trouvé ça vraiment malheureux. C'est pour ça que j'ai mis sur pied un projet de centre éducatif pour recevoir, recueillir les jeunes l'après-midi, après leur école, et prendre soin d'eux, les accompagner, leur donner un espace de lecture. On a ouvert une bibliothèque, un espace de lecture, un espace de discussion, et pour développer des projets éducatifs avec eux, de sorte qu'on puisse enrichir leurs connaissances. Alors, on a mis sur pied aussi. Ça, c'était dans quel village? Parce que vous ne pouviez pas ouvrir des bibliothèques, des centres, des locaux, disposer de locaux pareils partout. C'était dans un village, sans doute. C'est ça. On a commencé avec le village de Kalunda, qui est le siège ou le chef-lieu de la paroisse de Kinguba. Alors, donc, on a commencé là, on a ouvert un centre, mais l'idée, c'était d'en ouvrir partout, ou bien dans des endroits stratégiques de la grande région. Mais jusqu'ici, on est resté à Kalunda parce qu'évidemment, il faut des moyens pour aller. Mais les personnes qui m'avaient aidé à partir du Canada et qui avaient soutenu ce projet avaient aussi cette idée-là de dire qu'il fallait y aller dans chacune des écoles, ouvrir un centre, comme un centre de jour, un centre éducatif pour recueillir les jeunes et faire des projets les après-midi. Mais finalement, on n'a pas encore réussi à le faire, mais entre-temps, on a fait un projet complémentaire et qui nous permet en fait d'aller un peu plus vite et d'atteindre aussi des objectifs. C'est quoi? C'est qu'on a ouvert un projet de bourse d'études. Pour toute la grande région, les élèves qui finissent l'école secondaire passent un test et on prend quelques-uns de ceux qui se montrent les plus intéressés et qui se donnent quand même, on parle beaucoup d'excellence et de la qualité de la créativité, alors qui montrent des signes de créativité. À partir du test que l'on fait, on choisit quelques-uns et on les envoie dans les écoles que nous considérons comme les meilleures du pays, en fait, ou que nous sélectionnons, et puis ils vont étudier dans ces écoles. Donc, il y a des bourses. On a une centaine maintenant de jeunes qui ont ces bourses et qui étudient dans ces écoles pour essayer de rehausser le niveau de l'éducation ou de l'instruction. Alors, cela permet déjà d'aller au-delà de Kalonda, du village Kalonda. Est-ce que vous pouvez en citer de ces écoles dont les élèves ont déjà bénéficié de cette bourse? Alors voilà, donc disons que les élèves qui viennent de la région, en fait, on allait faire des tests dans les chefs-lieux des paroisses ou missions de la région. On est allé faire des tests à Ngashi, à Kilembe, à Machi, à Mukedi, et à Kinguba. Donc, et les élèves devaient venir de toutes les écoles. Il y a Goudi, il y a Lozo, que vous ne citez pas, qui n'ont pas bénéficié. Mais qui n'étaient pas encore, qui ne sont pas des paroisses, je comprends. Voilà. Mais les élèves, Lozo, oui, excusez-moi. Lozo, c'est une paroisse. Excusez-moi, Lozo comme paroisse, effectivement, on a fait aussi des tests. On fait des tests à Lozo aussi. Et les élèves de la paroisse qui sont sur le territoire de Lozo viennent à Lozo au chef-lieu pour faire le test. Donc, les enfants viennent de différentes écoles. J'ai même une carte qui représente les différents lieux, les différents villages de la région d'où proviennent les enfants, qui vont, quand ils ont reçu leur bourse, étudier soit à l'école, au collège au Fouta, ou bien au lycée au Fouta, ou bien au lycée... Ça, c'est Akilembe, ou Fouta, c'est Akilembe. Effectivement. Donc, oui. Et les lycées Moulanda, c'est à Mukedi, donc Ndunda Moussenge Mukedi, et puis les DAP Mukedi aussi. Et d'autres vont étudier au lycée Yetu à Gungu, donc au chef du secteur, chez les sœurs de chef-lieu du territoire de Gungu. Du territoire, effectivement, c'est ça. Oui. Et d'autres à Gungu, ce sont seulement des filles au lycée Yetu. Et là-bas, au petit séminaire, ce sont les garçons. Donc, c'est le petit séminaire du diocèse d'Idiofa. Il y a des garçons qui y vont, d'autres encore qui vont étudier à Siama. Siama, c'est un lycée qui est tenu par les sœurs de Saint-André à Kikwit. Oui, j'ai étudié au lycée Siama. Je voulais parler
Auparavant, je n'aimais pas travailler en groupe, mais grâce à la colonie, on m'a appris comment travailler en groupe avec les autres. C'est tout. Merci. D'autres filles vont étudier aussi à Bidasoa, qui est aussi un lycée tenu par les passionnistes à Kikwit. On a d'autres garçons qui sont allés à Ndobo, Institut Ndobo, qui est chez les frères, en fait, à Kikwit. Donc, on en a plusieurs. On en a à Kinshasa aussi, qui étudient à l'école, au Collège Saint-Raphaël. Il y en a qui sont à l'Institut de technique à CITEC, à Binza Pigeon, c'est ça. Il y a un qui est à l'université de Kinshasa aujourd'hui. L'université déjà? Oui, il y en a qui sont déjà à l'université, imaginez, oui. Ceux qui ont commencé en 2012. En fait, ça fait une bonne dizaine d'années déjà. Absolument. Et vous avez dit, monsieur l'abbé Zoloche, vous avez dit une centaine d'élèves déjà qui en ont bénéficié et ça donne des résultats. Vous les prenez au niveau de l'école primaire et ils ont leur diplôme d'État. Absolument. Donc, ils ont leur... Comme sont les meilleurs des écoles que vous prenez. Absolument, je vous jure, parce qu'on a des bons candidats qui sont sortis de ce processus. J'ai eu de très beaux témoignages, je vous jure, surtout cet été. Hein. Ceux qui ont commencé en 2012 et qui étaient en 4e année primaire, nous les avons eus cette année, donc après ans, ils sont arrivés en 6e, ils ont présenté leur examen d'État et ils ont tous réussi, mais avec de très bons résultats. Et en 2012, on avait recruté 2 ou 3 à l'intérieur d'un tournoi de soccer, on dit soccer au football. Canada. Football, oui, excusez-moi. Alors, donc, de football. Et ceux-là, ce sont eux qui ont fini l'année passée et l'année d'avant, de sorte qu'ils sont déjà rendus à l'université, effectivement. Expliquez un peu. Le tournoi de football pour avoir les meilleurs joueurs de football ou les meilleurs élèves, les plus intelligents? Où est le lien? Nous avions 3 principes de base, 3 valeurs. C'était l'excellence. Et quand nous parlions d'excellence, ce n'était pas l'excellence au niveau des notes. Ah oui, c'est ce que je pensais. L'excellence pour donner le meilleur de soi dans tout ce que l'on fait. On leur a expliqué, on leur explique encore. Chaque personne doit faire le meilleur de ce qu'elle est capable de faire, donner le meilleur d'elle-même. Et c'est là qu'elle va exceller. Et cette excellence nous a permis, à travers des tests que nous faisons, de pouvoir sélectionner des jeunes. Alors, pour revenir au tournoi, c'est qu'on leur avait dit que ceux qui vont donner le meilleur d'eux-mêmes durant le tournoi, qui impliquait les écoles primaires de cette grande région-là, ils devaient être sélectionnés pour recevoir une bourse d'études. Alors, c'est comme ça que les jurys ont pu statuer et on a pu sélectionner quelques-uns des meilleurs. Et là encore, l'excellence, je le dis bien, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes au niveau de la discipline, au niveau du fair play, au niveau du comportement avec les autres, des relations interpersonnelles et au niveau aussi, évidemment, de la qualité de leur jeu. Donc, on a pu sélectionner quelques-uns qui sont allés commencer à ce moment-là. Monsieur l'abbé Zolochi, voilà, une bonne dizaine d'années quand même, puisque l'expérience a commencé en 2012, vous avez dit. Il y a autant de filles que de garçons, plus de filles, plus de garçons? Ah, c'est ça. Au début, je veux vous dire, ça c'est une expérience extraordinaire qui m'a beaucoup passionné. Au début, on avait plus de garçons que de filles. C'était malheureux. Plus de garçons que de filles. Et c'est un peu normal, hein? C'est un peu normal sur l'ensemble du pays. On pourrait s'attendre à cela. Et dans les 25 premiers que nous avions sélectionnés, effectivement, il y avait plus de garçons et de filles. Alors, quand est arrivée la première année où on devait envoyer un premier groupe dans les écoles secondaires, il y avait juste 6 filles versus les garçons. Donc, on en avait à peu près, je crois, 17 garçons. Alors, des 6 filles, malheureusement, il n'y en a que 4 qui sont allées à l'école secondaire parce que les 2 autres ne sont pas allés étant donné que leurs parents avaient refusé.
Les parents ont refusé. Il y en a une, c'était vraiment un crève-cœur pour moi. Elle s'appelait Sandrine. Ses parents sont venus me voir eux-mêmes pour me dire, nous ne voulons pas qu'elle parte étudier parce que nous voulons qu'elle nous donne des enfants. Mais elle avait 12 ans. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, elle a déjà 3 enfants. En tout cas, bref, elle n'est pas allée. Alors, pour répondre précisément à votre question, nous avons aujourd'hui, au moment où on se parle, plus de filles que de garçons. Ah, voilà, plus de filles que de garçons. Bon. Ouais. C'est parce qu'on a réussi à un moment donné à sélectionner, disons que les donateurs aussi et les donatrices, parfois, quand ils donnaient leur montant, leur bourse, ils exigeaient que ce soit pour une fille plutôt que pour un garçon. Alors, quand nous faisions le test, on donnait cette bourse-là à la fille, de sorte que dans un mouvement vraiment de recrutement guidé par les dons, nous nous sommes retrouvés aujourd'hui avec plus de filles que de garçons. Parlons des donateurs, justement, M. l'abbé Jean Zolochi, les bienfaiteurs. Qui sont-ils tous Canadiens ou est-ce que vous en avez d'autres ailleurs? Qui sont-ils? Ah, c'est ça. Donc, je veux dire, au moment où je vous parle, ce sont tous des Canadiens et Canadiennes. Mais nous avons déjà eu des Congolais, un en particulier qui est rentré dans cette vague et qui a dit qu'il pouvait aussi soutenir. Et il a soutenu vraiment des groupes de jeunes jusqu'au moment où il ne le pouvait plus. Il nous a expliqué qu'il ne le pouvait plus. Il a arrêté, mais il a soutenu vraiment un groupe de jeunes. Donc, mais aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est plus des Canadiens. Évidemment, il faut comprendre que les parents aussi de ces jeunes contribuent. Donc, on le considère comme des donateurs aussi, notamment pour acheter des cahiers ou pour acheter des vêtements, pour payer le transport. Pour nourrir les enfants, les nourrir déjà. Donc, oui, c'est une contribution de base. Et les chefs d'établissement et les enseignants ou les professeurs dans ces écoles-là sont aussi, moi je les considère comme des donateurs parce qu'ils se donnent d'abord pleinement eux-mêmes pour accompagner ces jeunes. J'ai des échanges avec ces chefs d'établissement ou ces accompagnateurs, directeurs d'école ou bien préfets des disciplines, mais des échanges extraordinaires où on voit qu'ils prennent vraiment à cœur l'éducation de ces enfants. Donc, je les considère aussi comme des donateurs, même si ce n'est pas en argent, mais dans la qualité de la présence et de l'accompagnement. Et dans l'ensemble, monsieur l'abbé, dans l'ensemble, les donateurs, depuis cette dizaine d'années, ils sont plus nombreux, moins nombreux? Vous en avez recruté davantage ou il y en a qui sont découragés ou le nombre a diminué? Disons que, évidemment, avec la pandémie, là, les 2 dernières années, on n'a même pas pu recruter, malheureusement, là, parce qu'on n'a pas eu de rassemblement. Nous faisons ces recrutements lors des rassemblements et des témoignages qui sont faits. Alors, les 2 dernières années, on n'a pas fait. Donc, il y a de moins en moins de donateurs, mais nous comprenons que c'est à cause de la situation de la pandémie. Hein. On le comprend, et on doit essayer de relancer même ce qui donne déjà pour qu'ils continuent à nous aider. Oui, oui. Il y a de moins en moins de donateurs, mais moi, j'ai comme l'impression que c'est à cause de la pandémie. Et si on doit faire vraiment un travail de sollicitation, on pourrait en avoir de nouveaux. On invite ceux qui veulent nous aider à pouvoir s'inscrire par ce moyen que vous nous offrez, Père, c'est très apprécié. On demanderait aux gens qui veulent nous aider à le faire. Et je veux le dire, ça fait une différence extraordinaire dans la vie des jeunes. Moi, je vois de l'impact réel de ces bourses dans la vie des jeunes. J'ai des témoignages des jeunes là que j'ai vus sans un minimum vital ou bien sans rêve, et qui aujourd'hui sont transformés. Quand ils te parlent, quand elles te parlent de leur expérience, c'est une expérience réussie et c'est extraordinaire. Je suis Mitélé Jean-Pierre, finaliste au petit séminaire là-bas. À présent, j'ai l'insigne bonheur de venir auprès de vous, sincèrement pour vous dire un grand merci pour tout ce que vous avez fait pour moi en particulier et pour tous mes frères et sœurs boursiers en général. En effet, je voulais vous traduire la joie qui touche mon cœur à l'extrémité, car je suis au terme de mon parcours scolaire
qui sera sanctionné par un diplôme d'État. Ainsi, je tiens à vous informer que je me suis engagé à servir Dieu à travers les sacerdoces, précisément dans l'église locale d'Idiofa, comme je l'ai toujours pensé depuis mon enfance. Par ailleurs, la bourse m'aide à vivre une expérience hors de l'ordinaire, car elle inaugure une ère nouvelle de la réforme progressive de notre système éducatif, notamment le développement de mes capacités intellectuelles et spirituelles, le développement d'un leadership à ma personne. C'est pourquoi votre soutien, tant spirituel, matériel que financier, me sera toujours et déjà important pour arriver jusqu'au bout de mon cheminement vocationnel. De mon côté, je ferai toujours de mon mieux pour vous honorer. Veuillez trouver à travers mes mots l'expression de mes sentiments les plus émus. Je vous remercie. Ça change la vie déjà. Et alors, vous avez plein d'espoir, je l'entends, comment vous le dites, mais tout ne dépend pas de vous, Monsieur l'abbé. Vous pensez que cette expérience a de l'avenir, vu non seulement la pandémie du coronavirus, plaise au ciel que cette maladie, que nous en guérissions, que le monde en guérisse finalement, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs dans la région même de Kilembe ou du sud du diocèse d'Idiofa ou dans l'ensemble du pays ou peut-être du côté des bienfaiteurs, des donateurs? Est-ce qu'il n'y a pas de facteurs qui pourraient faire interroger quand même sur l'avenir d'un tel projet? Ouais, c'est vrai. C'est surtout la pauvreté des gens qui, pour moi, fait problème parce que on dirait que plus on avance, plus la situation sociale des gens ne change pas ou se détériore même, au lieu que ça change positivement, c'est vraiment en se détériorant. Et donc, c'est qu'à un moment donné, les gens peuvent avoir la bonne volonté d'aider les jeunes, de les éduquer pour qu'ils puissent devenir des hommes et des femmes qui vont prendre en charge l'avenir de ce pays, de cette contrée. Mais à cause de la pauvreté, c'est tellement difficile. J'ai comme l'impression que il y a du travail à faire pour donner des ressources aux gens, pour aider les gens à avoir le contrôle de leur vie et donc pour qu'ils puissent essayer de s'impliquer. Vous savez, le projet de bourse d'études, là, c'est un projet qui a comme objectif, on dit, c'est former une nouvelle génération d'hommes et de femmes, c'est ça, qui ont acquis de nouvelles valeurs et une nouvelle vision du monde pour qu'ils puissent transformer le milieu dans lequel ils vont vivre, qu'ils puissent impacter positivement leur milieu, là où ils vont choisir de vivre et leur pays, et changer leur vie à eux-mêmes, de la vie de leur famille. Mais comment donner une nouvelle vision du monde? Comment et donner de nouvelles valeurs à ces jeunes pour qu'ils puissent combattre des antivaleurs, justement, la corruption qu'il y a au pays et toutes sortes de choses qu'on décrit dans les chefs même des dirigeants ou de l'élite du pays. Mais c'est par l'éducation. Pourtant, s'il n'y a pas de moyens pour envoyer des enfants dans les écoles, ça va être dans les bonnes écoles, je dirais, ça va être difficile. Il y a un autre facteur, je dis la pauvreté, mais il y a aussi le facteur même du soin à apporter dans les infrastructures scolaires, dans la formation et la formation permanente des ressources humaines dans ces écoles-là, pour qu'on puisse améliorer. Regardez, si on fait le tour de toute la grande région, qu'on cherche des bibliothèques où des jeunes peuvent aller s'instruire, ne fût-ce que ça, là, on ne va pas en trouver. Malheureusement, on a ni dans cette région, ni ailleurs, hein, les bibliothèques. Il faut chercher. C'est terrible, c'est terrible.
C'est ça. Et si les enfants grandissent comme ça, en n'étant pas habitués à fréquenter le savoir à travers le livre, mais comment vont-ils s'instruire? Comment? Donc, c'est malheureux. Et donc, vous voyez, il y a du travail à faire pour rehausser le niveau de l'enseignement et donc donner du tonus, donner de la hauteur à tout ce qui se fait, de sorte qu'on puisse éventuellement améliorer les niveaux de vie des gens. Monsieur l'abbé Jean Zolochi, vous avez touché la question fondamentale et c'est la dernière en parlant de ces enfants eux-mêmes. Vous leur offrez, je veux dire vous, monsieur l'abbé Jean Zolochi, qui avez eu cette initiative, mais aussi l'ensemble des donateurs qui sont au Canada ou ailleurs. Vous avez voulu inclure parmi eux les enseignants eux-mêmes déjà, et même les parents qui prennent en charge divers domaines de la vie de ces enfants. Vous donnez donc à ces enfants cette chance pour que demain, avez-vous dit, ils soient meilleurs, ils soient autres, qu'ils soient au service des autres. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que vous leur dites? Y a-t-il moyen de vérifier que ces enfants ont intégré cette dimension et c'est peut-être cela qui manque? Est-ce que ces enfants ont compris qu'ils doivent en aider d'autres plus tard, qu'ils ne doivent pas vivre pour eux seuls? C'est la dernière question, monsieur l'abbé. Wow, est-ce que les enfants ont institué? C'est tellement beau. Je vous dis comme question là, nous avons institué depuis 2017 ce qu'on appelle des colonies de vacances, des camps d'été, des camps de vacances, on va dire, parce que des camps d'été, l'été. Nous n'avons pas d'été. Hein? Donc, c'est des camps. Ça tombe pendant la saison sèche. Ouais, voilà, les grandes vacances. Oui. Bon, dans ces camps, on travaille à former ce qu'on appelle les agents de transformation. Et il y a un beau film que j'avais déjà vu, ça fait longtemps, on disait « donner au suivant » ou « payer au suivant ». On leur dit « tu reçois » aux jeunes, on leur dit « agent de transformation », ça veut dire « tu reçois et tu dois être capable de donner au suivant ». Tu dois intégrer cette dimension-là d'aider l'autre aussi pour qu'il devienne comme toi, ou bien d'autres aussi, plusieurs autres, pour qu'ils puissent aller de l'avant. Donc, on essaye de leur inculquer cela à travers toutes les activités que nous faisons. Durant les colonies de vacances, on en fait plusieurs. Il y a eu un moment donné, juste au plan symbolique, les 2 premières années, c'était des jeunes Canadiens qui venaient pour animer ces camps-là. Et ils ont fait même la 3e année. Et en même temps qu'ils animaient, ils formaient des jeunes qui devaient eux-mêmes aussi prendre en charge l'animation de ces camps. On leur a dit, c'est déjà un point de départ pour que vous compreniez que vous-même, vous devenez des leaders, mais ensuite de ça, que vous-même, vous devez travailler à travers toutes sortes d'implications pour transformer le milieu. Et c'est comme ça qu'on travaille. C'est clair, ils ont compris. Cette année, le camp de cette année, c'était sur la fraternité. La fraternité, évidemment, avec Fratelli Tutti du pape François comme outil de base. Et c'était rapidement pour leur faire prendre conscience qu'ils sont frères et sœurs et qu'ils doivent se constituer en une fraternité entre eux et développer un réseau de communication. Il y a eu des beaux témoignages là-dessus, de la part des jeunes eux-mêmes, où ils nous ont montré vraiment que s'ils pouvaient travailler en réseau et de frères et de sœurs, ils vont être beaucoup plus forts. Et leur impact dans la transformation de la société va se faire, se manifester, se matérialiser de manière encore plus efficace. Donc, tout ça pour dire qu'ils sont vraiment conscientisés à ça et on travaille avec eux-mêmes pour qu'ils puissent devenir des agents de transformation. Vous leur avez parlé de Fratelli Tutti, de la fraternité selon le pape François. Ce sont des catholiques, la religion, c'est un critère aussi dans ce groupe d'enfants que vous recrutez. Ils doivent être chrétiens, catholiques? Non, voilà. Vous voyez, quand nous allons faire le recrutement, on n'y va pas en sélectionnant seulement des jeunes qui viennent des écoles catholiques. C'est dans toutes les écoles et surtout les terrains de football.
Oui, voilà, Le c'est terrain ça. de football aussi. Hein. De partout, Oui. mais on enracine en eux ces valeurs qui sont vraiment importantes. Et la colonie de vacances, nous allons discuter des valeurs qui sont des valeurs d'éternité pour moi. Là, c'est vraiment des valeurs d'éternité. On y travaille, la fraternité, tout le monde en a besoin. Nous avons utilisé cet outil-là de base, la Fratelli Tutti, qui pour moi est un outil extraordinaire, juste pour enrichir l'échange et pour lui donner de la substance. Vraiment. Le pape lui-même dans Fratelli Tutti parle de l'expérience avec les autres musulmans orthodoxes. Hein, c'est déjà cela. Monsieur l'abbé Jean Zolochi, voilà, cette expérience dont vous venez de parler, on aurait voulu qu'elle porte sur l'ensemble de notre pays. Ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas une goutte d'eau dans un océan. Non, pas du tout. Mais nous pourrions dire, c'est un beau témoignage. C'est comme un feu qui peut prendre, qui peut gagner plus d'espace, plus de personnes, plus de cœurs, plus concrètement. Si vous pouvez nous rappeler, est-ce que cette expérience, cette organisation a un nom et qu'est-ce que vous souhaiteriez, quel appel vous pouvez faire aux donateurs, aux bienfaiteurs ou aux élèves eux-mêmes? Votre expérience a un nom? Alors, je me permets de donner le nom, je veux dire, vraiment là, depuis le début, j'ai toujours dit, ici même à Montréal, dans les paroisses où j'ai été, ou dans les groupes que j'ai pu rencontrer, surtout dans la communauté congolaise et même dans la communauté africaine, j'ai dit, ceux qui veulent prendre cette marque, c'est ça, peuvent la prendre et aller l'implanter ailleurs. Vraiment là. Et j'ai une amie qui est d'origine de l'Équateur, qui a commencé un projet là-bas, en s'inspirant justement de l'expérience que nous faisons. L'Équateur comme province du Congo ou le pays en Amérique latine. Excusez, c'est l'Équateur. La province de l'Équateur, oui, congolaise. Oui, comme province, ancienne province, je veux dire. Il y a quoi la province de l'Équateur aujourd'hui? Donc, Mbandaka est le chef-lieu. Voilà. Voilà, exactement. Alors, donc, elle a pu faire quelque chose. Elle a commencé avec une communauté religieuse, un projet justement pour développer quelque chose du même genre. Et je l'ai accompagnée là-dedans, vraiment, là au niveau des statuts, au niveau de l'organisation, et ainsi de suite. Là. Donc, elle y va, elle a mis autour d'elle plutôt d'autres compatriotes et d'autres collègues qui travaillent. Donc, c'est pour dire que le projet peut être développée ailleurs. Donc, c'est une marque, mais elle peut être exportée, utilisée en changeant de nom, pourquoi pas? Absolument, absolument. Déjà, pour commencer. Il n'y a pas un nom, ouais. Et le nom de l'organisation, de notre organisation, c'est Fondation Sève de Vie. La Fondation Sève de Vie. Sève de vie. Sève, comme une sève. Sève de vie, voilà. Voilà, c'est comme une sève. Et d'ailleurs, l'idée vient de cela. La sève, c'est vraiment biblique, là, puisque c'est la déformation professionnelle. Vous êtes prêtre. Prêtre et bibliste. Je suis prêtre et bibliste, c'est vrai. Donc, vraiment, c'est la sève qui part et revitalise et donne de la vie dans toutes les branches, hein, vous savez, toutes les branches. Alors, nous avons d'ailleurs dans notre logo 2 arbres avec leur sève. Un arbre qui est l'érable canadien, vous voyez, hein, l'érable du Canada et le palmier du Congo. Alors, enracinés qui prennent une sève, chacun de son côté, chaque arbre de son côté, et qui revitalise l'un et l'autre, parce qu'il y a un échange. Justement, donc Fondation Sève de Vie, qui est significatif de cette vie que nous avons à faire circuler, et la fraternité, hein, pas jusque-là, vous voyez, hein, où les pays du Nord sont dans une relation du donner et du recevoir, je dirais, avec les pays du Sud, ou dans un échange qui permet de revitaliser les uns et les autres. Alors, nous affichons sur cette vidéo l'adresse par laquelle des potentiels bienfaiteurs peuvent prendre contact avec vous, mais aussi des potentiels requérants, s'il y a des besoins, s'il y a des enfants qui excellent aussi peut-être au-delà
du sud du diocèse d'Idiofa, de cette partie du territoire de Gungu, peut-être. Vous l'accepteriez? Absolument, oui, mais absolument. Merci beaucoup, hein, Père, de nous avoir donné cette opportunité. J'en profite pour remercier tous les partenaires, les membres du conseil d'administration de la Fondation Save des Vies ici au Canada, à Montréal, et aussi les partenaires au Congo qui nous aident, les familles des jeunes et les chefs de village, les différents chefs des administrations qui nous aident vraiment à pouvoir enraciner ce projet et à le réaliser. Voilà. Merci, Monsieur l'abbé Jean Zolochi de Montréal, au Canada. Merci.